Vous vous trouviez beau? Non, oh non, je n'ai jamais une attirance particulière, non, non. Non, j'ai jamais pu penser un seul instant que j'avais une beauté quelconque. Vous aviez une... J'avais une liberté. En décembre 2012, la France se réveille avec la gueule de bois. Cette polémique qui enfle autour de l'évasion fiscale de Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Coup de tonnerre médiatique. Gérard Depardieu a quitté la France pour la Belgique. Évidemment, il n'est pas le premier à faire ses valises pour des raisons de santé fiscale. C'est même un véritable sport national dans lequel de nombreuses célébrités se sont illustrées. Et même quand Astérix a quitté la Gaule, les Français ne s'en sont pas franchement émus. Mais quand Obélix part, c'est une tempête dans un verre de vin rouge. On s'écharpe, on vocifère, à tel point qu'on a l'impression d'avoir raté sa vie si on ne s'est pas positionné sur l'affaire Depardieu. Se mettre juste de l'autre côté de la frontière, il y a quelque chose de, je dirais, presque assez minable, quoi. Minable? Vous avez dit minable? Comme c'est minable, répond un Gérard Depardieu ulcéré dans une lettre ouverte au Premier ministre. Il annonce qu'il renonce à son passeport français et s'exile en Russie chez Vladimir Poutine, qui lui offre avec emphase la nationalité russe. La France est touchée au cœur. Mais pourquoi le départ de Depardieu a-t-il suscité un tel émoi dans le village gaulois? Qui touche à Depardieu touche à chaque Français. Donc il y a une affaire Depardieu. Puis alors il le fait un grand seigneur. Il part pas en Suisse comme un petit con comme ça, aller planquer ses millions. Il s'en va chez Poutine. C'est incongru, pour le moins. Depardieu, c'est la France. On ne sait pas séparer les deux mots. Et donc, quand on s'est dit Depardieu quitte la France, c'est la France qui se quitte elle-même. C'est comme si l'obélisque, non, plutôt la tour Eiffel, parce que l'obélisque, on l'avait déjà piqué. C'est comme si la tour Eiffel partait à l'étranger. Comédien, comédien, tu te fais du bien, tu te fais du bien. Eh oui, Depardieu n'est après tout qu'un simple comédien. Alors pourquoi a-t-il fini par incarner seul la France aux yeux du monde? Pourquoi son départ semble-t-il acter l'idée que quelque chose ne tourne pas rond au royaume de France? Pourquoi avons-nous choisi Gégé comme miroir de notre destin collectif, comme s'il n'en finissait pas de renvoyer les Français à eux-mêmes? Bonsoir. Avant de devenir un monument national, Depardieu a d'abord été un petit gars du peuple. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On travaille? Dans la vraie vie, il ressemble au rôle que lui donne Piala, oublié. C'est le rebelle un peu bas du front des valseuses, le petit voyou énervé de Loulou avec son blouson de cuir et sa clope au bec. Quand le succès le cueille au saut de l'adolescence, c'est encore un type décontracté du gland. Ils savent pas le dire. Un jour, je dis, ah ouais, you have to change your name. Ils me disent, je dis, mais merde, mon nom, c'est mon nom. Depardieu? Depardieu. Ils disent, il tête de con. Alors je dis, oui, mais moi je suis français, je suis Depardieu. C'est un gamin qui a grandi dans les rues de Châteauroux et pas dans les beaux quartiers, quoi. C'est vraiment une enfance de petit punk. C'est un type qui vient de la France périphérique, hein. Ces petites villes, ces zones rurales que je décris comme étant la France périphérique. Bon, en l'occurrence Châteauroux. Acteur français, né le 27 décembre 48 à Châteauroux, sein d'une famille de 6 enfants. Gérard quitte l'école à l'âge de 13 ans et commence une vie de petit délinquant, loin des subtilités des grands textes du patrimoine national. Moi, je connaissais rien du tout de tout ça. C'est pour ça que je croyais que le musée était vivant, où les gens étaient vivants, quoi. C'est un Gavroche qui n'a pas franchement été élevé selon les codes bourgeois de la France des 30 Glorieuses. Descends tes bras, Patrick. Voilà, tournez. Il faut que tu restes debout, pointé. Et pourtant, c'est ce gamin des rues qui va gagner sa place dans le cœur des Français en jouant sur leur corde la plus sensible. C'est quelqu'un qui va conquérir sa légitimité artistique en conquérant ce qui en France a toujours beaucoup d'importance, qui est le domaine du patrimoine culturel, de la culture, de la langue. Délégué qui me demandait ce que pourrait être la devise de la jeunesse française, j'ai répondu culture et courage.
La culture en France, c'est un marqueur fort de l'identité nationale. Et Gérard Depardieu, voilà, s'est inscrit là-dedans pleinement. Il incarne le mythe de la culture humaniste à la française. C'est-à-dire que la culture, les grands textes français l'ont sorti de cette adolescence-là, de ce destin de loupard, d'une incapacité à parler. Bon, ça, c'est toute l'histoire de Depardieu. Le petit gars de Châteauroux va devenir l'incarnation de l'American Dream à la française. Non pas partir de rien et devenir milliardaire, mais partir de rien et s'élever par la culture. Car pour les Français, depuis Voltaire, c'est la culture qui rend libre. La vertu que professe mon épouse à tout venant m'inquiète, et je veux l'éprouver. Finissons de comploter, mon ami, mon cher Cador, que j'entraîne malgré lui dans toutes mes aventures. Il parle pas comme les bourgeois, pas comme les intellectuels, il parle comme les poètes. Ce qui donne un personnage très curieux, dont le corps de plus en plus massif, de plus en plus lourd et aujourd'hui quasi monstrueux d'obésité, garde cette voix qui a la clarté, la limpidité cristalline de la langue française. Il y a quelques années, sans préciser davantage, n'ayant plus d'argent ou presque, et rien de particulier à faire à terre, l'envie me prit de naviguer encore un peu et de revoir le monde de l'eau. Un self-made man de la culture et de la langue. Un accomplissement du rêve républicain. C'est ça, le cœur du mythe de Depardieu. Il a appris en parlant. Il a appris en jouant. Il a dévoré des rôles. Il en a fait son histoire. Moi, c'est comme ça, je veux dire qu'il n'y a pas d'école dans ce métier. Parce que la seule chose, c'est de tourner, quoi. Il a envahi l'histoire de France et de la littérature. Il l'a incarné. Alors qu'il n'était pas disposé, il n'était pas le fils de, il était le fils de rien, si je puis dire. Bon. Mais Depardieu va pleinement devenir l'incarnation de la France grâce à un rôle. Un rôle qui semble avoir été écrit pour lui. Le rôle d'un homme qui brille par sa maîtrise de la langue. Un rôle qui se veut la quintessence de l'esprit français. Je n'ai pas de gants, n'avez l'affaire. Il m'en restait un seul, d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort importun. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Maraud, faquin, butor de pieds plats ridicule. Ah, et moi, Cyrano Savinien et Hercule de Bergerac. Avec Cyrano de Bergerac, l'immense talent de Depardieu se fait connaître bien au-delà de l'Hexagone. Le film est un carton aux États-Unis. Le panache à la française a désormais un nom, et ce nom est Depardieu. Il était un interprète extraordinaire de Cyrano, en vers quand même. Un long métrage qui va jusqu'aux États-Unis et les Américains regardent une pièce en vers d'Edmond Rostand extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire que c'est un caractère typiquement français? Ah oui, ça on peut le dire et en plus on peut en être fier. Je crois que ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi français. Pendant 20 ans, Depardieu va mettre sa voix, son corps et sa puissance d'incarnation au service de tous les personnages qui ont fait la littérature française et l'histoire de France. Danton, Tartuffe, Jean de Florette, Rodin, le colonel Chabert, le comte de Monte Cristo, Porthos, Balzac, Vatel, Alexandre Dumas, Jean Valjean. Si la Marianne était un homme, nul doute que le buste de Depardieu trônerait aujourd'hui dans les mairies. Il faut savoir qu'il y a en France deux types d'acteurs. D'un côté, Gérard Depardieu, et de l'autre, tous ceux qui ne sont pas Gérard Depardieu. À noter que la deuxième catégorie tourne beaucoup moins de films que la première. Et quel que soit le rôle, on contacte Depardieu en premier. On dit ça à un vieux, demande à Depardieu. Le personnage a 5 ans, demande à Depardieu. Mais regardez-le. Regardez, cette trogne, regardez ça, si c'est beau. Il y a tous les grands personnages là-dedans. Il y a du Cyrano, il y a du Danton, il y a du De Gaulle, il y a du Sauvignon, il y a du Cabernet. C'est un pic, c'est un roc, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Mais vous voyez son nez, c'est une péninsule, évidemment. Donc, il l'incarne complètement, y compris au physique. Obélix, c'est lui, il n'y a pas de doute. Mais cette capacité qu'il a à jouer chacun de ses rôles dans une grande authenticité de sensibilité, dans un grand accord avec celui dont il se fait l'interprète, est une des grandes raisons de son succès aussi, parce que les gens y croient. 3,49 première. Je suis là, moi. Je vais te consoler. On sera bien tous les deux. Et comme il parcourt une grande partie de la totalité de la diversité sociale, chacun a sa part à un moment ou à un autre. Tu vas m'aimer, toi, au moins. Mais bien sûr que je vais t'aimer. Je vais faire de toi une reine.
Depardieu, c'est la France, ou plutôt les France. Qu'il soit loupard ou bourgeois, truand ou policier, collabo ou résistant, notre GG national réconcilie dans ses films la France d'en haut et la France d'en bas, la France populaire et la France intellectuelle. Non seulement il parcourt la société française comme ça, dans la diversité de ses rôles sociaux, mais il le fait de divers points de vue, parce qu'il ne crache sur rien. Il fait un film avec Marguerite Duras, il en fait 2, 3. Il fait un film avec René. On est dans les hauteurs du cinéma français. Et il fait un film avec Claude Zidi. Tant qu'il arrive à soutenir ces deux productions-là, il est un homme providentiel pour le cinéma français. Il y avait une espèce d'idéal démocratique du cinéma, qui était de fédérer tous les publics. En 50 ans de carrière et plus de 200 films qui ont cumulé 220 millions d'entrées, Gérard Depardieu est devenu un acteur à part en France. Une star, un véritable ambassadeur culturel du pays. En un mot, un mythe. Un rôle lourd à porter. À partir d'un certain moment, c'est comme si Depardieu avait pressenti, en quelque sorte, qu'il incarnait quelque chose d'un symbole français et que, malheureusement, il l'ait pris au sérieux. C'est-à-dire en allant vers la monumentalisation de lui-même. Quoi de plus terrifiant qu'un géant? Quoi de plus drôle aussi qu'un géant? Quoi de plus amusant pour un humain que de se contempler soi-même agrandi et de voir grossi démesurément ses défauts et ses qualités? Depardieu fait mythe d'emblée par sa démesure simplement. Ça n'a pas la démesure de tout, c'est un corps énorme, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre, mais au sens spectaculaire. Hein, et bon. Son corps est trop grand, ses mains sont trop grandes, sa carrière elle-même est trop grande. Le corps de Depardieu, ça a toujours été un de ses instruments les plus aigus, les plus évidents de sa présence à l'écran. Dans sa jeunesse, c'était un corps athlétique, duquel émanait une force et une énergie considérables. En ça, c'est quelque chose qui lui sert à affirmer une présence de manière très forte. C'est une masse qui est un rappel constant de sa propre existence. On ne peut pas oublier le corps de Depardieu. Depardieu, c'est un ogre qui, d'une certaine manière, de mon avis, est dans un monde d'ogres. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas que tout le monde ne soit pas un ogre à son image. L'ogre Depardieu va donc partir, loin d'une France devenue trop petite pour lui, et dont la fiscalité est décidément peu compatible avec son appétit. Après la Belgique, il s'envole vers un pays immense, à sa démesure. La star française devient russe. Et il le prouve en agitant fièrement son passeport à son arrivée ce matin en Mordovie. Ce précieux sésame lui a été remis à Sotchi hier soir, la résidence de Vladimir Poutine sur les bords de la mer Noire. Ce qu'il aime dans Poutine, c'est le voyou. Ce qu'il aime, il y a un effet miroir avec Poutine. Il ne parle pas du vrai Poutine, il parle d'un Poutine, je pense qu'il fantasme comme une sorte de reflet de sa propre histoire. C'est-à-dire quelqu'un qui a failli plonger dans la délinquance, et puis qui a été sorti de la délinquance par une forme de culture, alors qu'elle est la culture russe, et qui aujourd'hui est un monstre comme lui est un monstre. Ce qu'il a trouvé en Russie, je crois, c'est cette spontanéité, cette sincérité dans les relations entre les gens, cette chaleur humaine qui lui manquait peut-être un peu en France. Et moi, je pense, et je le sais, qu'il est tout à fait heureux quand il est en Russie. Tu as vu le Rasputin que j'ai envoyé, tu l'as vu? Au son des balalaïkas, et loin du politiquement correct des sociétés occidentales, notre Gargantua peut enfin retrouver sa liberté. C'est un lieu commun que de dire que la Russie est un grand pays géographiquement, mais c'est aussi un pays
qui laisse les coudées franches au sens métaphorique. C'est un pays avec de l'espace, pas seulement géographique, mais aussi un espace dans la légalité. En tout cas, il y a des espaces dans la légalité russe. Voilà. Si vous avez de l'argent, vous pouvez ne pas respecter la loi. Si vous n'avez pas d'argent, ne comptez pas sur la loi pour vous défendre. Donc, si vous voulez, est-ce que c'est de la liberté ? Est-ce que c'est du grand n'importe quoi ? Je pense qu'il y a effectivement des gens comme Depardieu qui, en Russie, trouvent dans cette espèce de presque d'anarchie, parfois, en Russie, eh bien, leur définition de la liberté. Et ces délicatesses les plus tendres. Et Depardieu n'est pas ingrat. À peine débarrassé de ce rôle de mythe national français qu'il n'avait pas choisi, il devient le meilleur ambassadeur de la Russie de Poutine et de ses produits. Caviar, vodka et régime politique franchement autocratique. En même temps, pour Depardieu, il y avait ce côté absolument grand guignolesque, c'est-à-dire que quand il s'est mis cette espèce de blouse brodée à sa rance, que en embrassant tout le monde, j'irais en serrant tout le monde contre son cœur, et brusquement, voilà, la Mordovie n'était plus la région des camps, ce qu'elle est malheureusement. Ça devenait la région où on offre un appartement à Depardieu. Bon, et là, je crois qu'il a été complètement manipulé, complètement instrumentalisé, et ça, c'était désagréable et amer. Vous savez, moi, je regarde, je constate, je vois, je ne comprends pas la langue, je l'apprends en ce moment, mais je vous assure qu'il fait bon vivre aussi. Sa vision de la Russie est peut-être celle qu'avait une délégation de communistes français en URSS à l'époque, c'est-à-dire des séjours très encadrés, je pense, qui fait qu'il ne peut pas embrasser la totalité des réalités du quotidien russe. Voilà. Ah, retrouver un vrai pays, une terre qui ne ment pas. Depardieu s'amuse comme un petit fou avec des chefs d'État comme on n'en fait plus. Il fauche les blés avec le président de la Biélorussie, qui en est à son 5e mandat, excusez du peu, ou chante en duo avec la fille du dictateur ouzbek. Quand on déménage, il faut bien se faire de nouveaux copains. Excuse-moi pour tout ce que je n'ai pu te dire. Excuse-moi pour ce que je n'ai pu te garder. Depardieu a beaucoup aimé aller dans d'autres pays de l'ex-URSS, fréquenter des dictateurs qui sont là plus véritablement des dictateurs que ne l'est Vladimir Poutine. Lorsqu'il est allé en Tchétchénie et est rentré complètement dans le jeu de Kadyrov, qui lui se valorise quelque part aux côtés de Depardieu. De la part de Kadyrov, c'est un super plan de communication. Regardez, on a détruit la ville, on fait régner la terreur, mais on fait venir un grand acteur français. Oui, c'est de la communication, mais qu'est-ce qu'il fait ce grand acteur français dans ce truc-là ? C'est facile de dire en France, quand on est Depardieu, j'en ai marre des impôts. Bien sûr que tout le monde en a marre des impôts. Bon, il savait bien qu'Hollande n'allait pas le mettre en prison. Mais la vraie liberté, le vrai courage, ça serait d'aller dire à Kadyrov son fait. Ça serait d'aller lui dire comment se fait-il que les gens sont terrorisés chez vous. Donc non, je ne trouve pas que ce soit quelqu'un qui a une liberté de parole. Pour une partie de la France, c'est sûr, on a perdu notre GG national. Les Inrocks vont même jusqu'à l'enterrer sur leur couverture. Depardieu n'est plus un monstre sacré, mais un monstre tout court. Depardieu annonçant qu'il abandonnait sa nationalité française pour en plus se jeter dans les bras de Vladimir Poutine, quand même. Une idée du Depardieu qu'on aimait succombait. C'était pas le gars des valseuses, le gars de buffet froid, le Depardieu de tenue de soirée. C'était pas celui qu'on s'attendait à voir faire des génuflexions devant un dictateur. Cette couverture, je pense qu'elle témoigne vraiment d'un malentendu au sujet de Depardieu, qui est que précisément, on veut lui faire représenter quelque chose qu'il ne peut pas représenter. On ne peut pas regretter que Depardieu ne soit pas exemplaire, alors même qu'on l'aimait parce qu'il est exemplaire de rien, sinon de sa propre abondance et de sa... Voilà. Mais la fascination de Gérard Depardieu pour les hommes d'État à poigne est-elle si singulière? N'est-elle pas au contraire symptomatique de l'ère du temps?
À en juger par ce gala de charité offert par le Kremlin, l'acteur est loin d'être le seul à se tourner vers la Russie. C'est bien la crème du cinéma français et international qui semble en transe devant le talent de Vladimir Poutine. Mais qu'est-ce qu'ils lui trouvent donc tous ? C'est l'anti-français, si vous voulez. On n'est pas habitué à avoir un président qui vient du KGB, quoi. C'est pas de chez nous, ça. On est mort quand on regarde Poutine. Qu'incarne aujourd'hui Poutine? Eh bien, ce qu'il cherche à incarner, et avec succès dans son pays, c'est une affirmation de virilité. En particulier, la démonstration de son propre corps, constante, est une manière de rappeler au monde entier ce que c'est qu'un homme et un vrai, et que la Russie, ce soit aujourd'hui un monde d'hommes et de vrais. Et ça, à Gégé, ça lui plaît. Comment ne pas se sentir plus russe que français avec le président qu'on a en France? Pour moi, il n'y a pas photo. Mais je ne veux pas faire de politique. Ici, j'en ai rien à foutre. Poutine, en tant qu'homme, à mon avis, il est plus proche de Depardieu que de Hollande, c'est-à-dire c'est un homme en même temps fort et tendre. Hollande, bon, il va voir sa maîtresse en scooter et en se cachant. Hein. Il n'avait pas mis une cagoule, mais un casque qui revenait au même. C'est pas le genre de Ivan Poutine, hein, si je puis dire. Il pourrait courir comme ça des jours et des jours, n'est-ce pas? Il se fatigue peu et il va courir 12 mètres. C'est clair que ce pauvre Hollande, avec sa présidence normale et tout ça, il est tombé à mauvaise époque. C'est pas du tout, c'est malheureusement pour lui, pas du tout ce qui semble être la nouvelle demande. Pas sûr que le président jupitérien aille demain chasser l'ours à main nue dans la steppe. Mais en termes de poignée de main virile, il n'est pas en reste. L'obsession et la fascination de Depardieu pour Poutine, elle est quelque part symbolique, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de nos concitoyens qui partagent cette fascination. Je ne pense pas qu'ils aimeraient que Vladimir Poutine ou quelqu'un d'équivalent soit à la tête de la France, mais ils aimeraient peut-être que nos dirigeants s'inspirent parfois de certains aspects du mode de gouvernance de Vladimir Poutine, je pense. Après tout, peut-être que certains Français ne sont pas mécontents d'avoir un président qui porte le costume de Top Gun comme personne. Aujourd'hui, on se dit, Depardieu, il annonçait ce qui se passe. Et ils se tournent tous vers Poutine. Et c'est ça qui est très troublant. Mais c'est pour ça que c'est pas seulement la droite. C'est qu'il y a une fascination pour Poutine, qu'il y a une fascination pour la force virile. C'est une inquiétude sur la faiblesse des démocraties, etc. En quittant la France et ses normes pour la Russie et sa force, Depardieu raconte un mouvement de fond beaucoup plus large que sa propre aventure. Il devient le représentant d'une époque inquiète qui se demande « Mais où sont passés les hommes ?» Proud to be Russian. Il faut pas énerver Obélix. C'est vrai. Bon, là, il est toujours un peu excessif. Il est libre, il a toujours fait tout ce qu'il a voulu. Bon, évidemment, moi, je partage pas tout chez Gérard Depardieu, mais je suis d'accord avec sa liberté. Mais vous le feriez, vous? Non, mais moi, je peux pas quitter la France. Moi, on a tellement galéré pour arriver en France que toute notre... On va y rester jusqu'à la fin, nous, Elisa. Nous, on va rester ici. On sera les derniers, on éteindra la lumière. Le premier qui touche à idée fixe se ramasse une baffe. Eh oui, faut pas l'énerver, Obélix. En même temps, taper du poing sur la table et râler, c'est bien la moindre des choses pour un Gaulois. Avance avec ta charrette, mamie! Avec son départ et ses coups de gueule, il incarne une fois encore la France. Mais une France qui en a marre et le fait savoir. C'est normal, va voir un peu.
En fait, dans son côté anti-français, il n'a jamais été autant français, puisque l'image du français, c'est justement le français qui râle, qui manifeste, qui se plaint de payer trop d'impôts. Et quelque part, son acte n'a jamais été aussi français. On ne peut plus travailler en France. J'ai des restaurants, ça a été pillé. Il y a des gens à qui j'avais fait confiance qui ont pillé des choses. C'est monstrueux, l'esprit français aussi. Et maintenant, il n'y en a plus parce que le paysan n'ose même plus regarder sa terre. Avec ces connards à l'Europe là, qui vont au restaurant, qui Il n'y a plus d'esprit français? De moins en moins, non. De moins en moins. Avoir voulu faire de Depardieu un emblème de l'esprit rebelle français, gaulois, ben c'était peut-être se condamner à un moment à se prendre une sorte de retour de bâton, c'est-à-dire le fait que Depardieu, c'est en effet un insoumis. Un insoumis d'un genre un peu particulier, qui a donc fait ses bagages. Mais qui n'est pas le seul à penser que la France est un pays où il ne fait plus bon vivre. Il y a beaucoup de gens qui partent. Ils n'ont pas du tout envie de partir. Mais ils me disent, je ne peux plus vivre ici parce que, d'abord parce qu'on me pille, j'ai l'impression qu'on me prend tout et c'est désagréable. Mais il y a beaucoup plus que ça. On ne reconnaît plus ce que je fais. Même l'État considère que c'est mal d'être entrepreneur, d'être entreprenant. Lorsque Depardieu est parti, il a bien dit que, en un sens, on le chassait, on l'insultait, on ne reconnaissait pas son talent, son mérite. Mais le point de départ, c'est quand même l'argent. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement se dire « j'aimerais payer moins d'impôts », on va justifier ça par tout un discours qui deviendra un discours populiste. C'est bien connu, en France, on traite mal les petits commerçants. Comme Gérard Depardieu, qui a été producteur de 40 films, restaurateur, viticulteur, collectionneur d'art et de motos, fondateur d'une compagnie aérienne, prestataire de loges de tournage, investisseur immobilier et employeur d'une centaine de personnes à travers une quinzaine de sociétés. Arrêtez parce que vous allez me faire chier là. Merci en tout cas. Je suis un tout petit peu fatigué. Il rappelle qu'il a commencé à travailler à 14 ans comme imprimeur. Et il ajoute: je pars parce que vous considérez que le succès, la création, le talent doivent être sanctionnés. Estimer que j'ai le droit d'être hors norme, de ne pas respecter les règles, d'être au-dessus des conventions, c'est pas du tout le sentiment populaire. C'est le sentiment d'être une exception. C'est une réaffirmation du fait que, quand même, j'ai bien le droit d'avoir des privilèges. Pour fumer un cerf, il faut toujours être à l'heure. Et c'était son heure. Et comment on fait ça? Eh bien en disant que tous les autres sont des privilégiés. Et si les peuples réservent autant de surprises dernièrement aux élites, c'est parce que les élites sont complètement déconnectées. C'est parce qu'elles refusent de voir et d'entendre ce que les peuples expriment. Mais vous n'êtes pas aussi une élite, Madame Le Pen? En s'exilant, Gérard Depardieu incarnerait le malaise français contemporain. Alors qu'on pouvait voir dans son départ un simple fait divers, ses discours et ses frasques résonnent aujourd'hui étrangement avec le climat politique, comme s'il était une girouette qui annonce dans quelle direction souffle le vent. Loulou, comme le peuple français, était de gauche. Cyrano, comme son pays, penchera plutôt à droite. Très ému, celui-ci a rappelé que Jacques Chirac était un ami. Et aujourd'hui, Obélix rejette la classe politique dans son ensemble. J'aime le français, mais je n'aime pas ceux qui les dirigent, et puis toute forme de politique. Il y en a bien un ou deux qui trouvent grâce à vos yeux. De moins en moins. Lorsque Depardieu a rompu avec la France, de manière très tonitruante, beaucoup de gens, pour le défendre, parce que c'était un petit peu embarrassant, il en faisait quand même trop, insistaient sur le fait que c'était une personnalité singulière, qui était très différente de tout le monde. C'était un grand artiste, c'est ce qu'on nous a expliqué. Rétrospectivement, on peut se dire qu'au fond, il était plutôt une incarnation de l'ère du temps politique. Et de deux manières. D'une part, rejeter la France socialiste, mais rejeter aussi la classe politique en France, c'est le sentiment dominant. C'est vrai que la politique maintenant essaye d'être propre alors qu'elle est laide. Elle se complaît dans une espèce de compétition stupide. Enfin, je n'aime pas parler de ça parce que je n'aime pas ces gens-là.
J'aime pas ces gens-là. Vous parlez des politiques. Oui, je parle des cons, quoi. Eh bien, moi, je considère que Gérard Depardieu, comme d'autres exilés fiscaux, doivent payer le différentiel d'impôt. Et s'ils ne payent pas ce différentiel d'impôt, on doit leur poser la question. Doivent-ils encore rester français ? Après tout, quoi de plus classique en France qu'un duel entre un artiste et le monde politique ? Mais contrairement à la Vulgate qui voudrait qu'un artiste soit nécessairement de gauche, dans ce duel face à la classe politique, Depardieu semble, horreur, défendre des valeurs de droite. Continuer à analyser l'affaire Depardieu autour de cette logique gauche-droite est absurde. Aujourd'hui, la majorité des gens, notamment modestes, ne se déterminent plus du tout sur ce critère gauche-droite. C'est terminé, quoi. Le ni gauche ni droite a gagné très largement ces milieux-là, avec justement une rébellion très très forte. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, effectivement, on a l'impression que ce sont des figures marginales qui sont des symboles de cette révolte contre la classe politique. Et on a l'impression que ça dépasse entièrement l'opposition entre la droite et la gauche. Sauf que quand même, ça retombe à droite. C'est-à-dire que ni droite ni gauche, c'est jamais à gauche. Ni droite ni gauche, c'est toujours à droite. Depardieu symbolise donc une perte de repères politiques généralisée. Finalement, si les opinions se sont autant divisées autour de l'affaire Depardieu, c'est parce que la France doute de son avenir, dans un monde globalisé où elle ne se retrouve plus vraiment. Depardieu témoigne visiblement d'une crise qui n'est peut-être pas seulement française, d'une crise mondiale, de perte des valeurs, de tout ce que le néolibéralisme a pu casser dans les traditions et dans la solidarité entre les gens. Et pour employer un terme cinématographique, la séquence que traverse actuellement la France, qui est terrifiante en termes d'optimisme, plutôt de pessimisme, d'angoisse, etc. Et ben voilà, et une fois de plus, peut-être preuve ultime de son génie, Depardieu continue de l'incarner. J'aurais pu être bien. J'aurais pu être très très bien. Il aurait fallu pas faire quoi? Pas faire ce que je fais, mais simplement faire ce qu'il fait. Mais vous avez fait quelques chefs-d'œuvre. Ça pourrait C'est pas excuser moi. tout Non, le reste. non, moi non, je te dis la vérité. Mais je sais. Je suis une vraie ordure. Quand j'entends Depardieu dire ça, je trouve qu'il y a une résonance nationale. Aujourd'hui, on a l'impression que la France est en perte de vitesse, en déperdition d'énergie, et que quelqu'un comme Depardieu quitte le territoire, c'est aussi, ça accompagne ce mouvement. Quand il dit « je m'en vais », les gens prennent peur, peut-être, est-ce une explication, prennent peur qu'il révèle ce que eux-mêmes ressentent. C'est-à-dire, au fond, cette inadéquation entre ce qu'ils aimeraient et ce qui est. Entre ce qu'ils aimeraient continuer à rêver, espérer, et le fait qu'en France aujourd'hui, et malheureusement depuis des décennies, on ne sait plus nourrir d'espérance. Depardieu, il incarne non pas l'identité nationale, mais les contradictions de l'identité nationale. Au sens où il dit à la fois, la France c'est formidable, mais la France c'est détestable. C'est bien pour ça qu'il part. Cette France réelle, elle est dénoncée par la plupart des gens qui aujourd'hui tiennent un discours d'identité nationale. Parce qu'ils aimeraient une nation autre que la nôtre. Autrement dit, ils n'aiment pas la France. Ils aiment une France imaginaire. Le discours de l'identité nationale est un discours de ressentiment contre la réalité nationale. Donc, Depardieu, il incarne cela. Je suis bien content de te voir en bonne santé. Au fond, Depardieu incarne la France jusque dans ses crises existentielles. Une France hallucinée, qui ne se reconnaît plus et ne regarde plus que ses défauts. Une France qui ne s'aime plus. Les Français ont tout projeté sur Depardieu.
le meilleur et le pire d'eux-mêmes. Du rêve de l'émancipation par la culture à la grandeur de notre histoire, du panache de l'esprit français au très poujadiste ras-le-bol fiscal, du rejet de la politique à la fascination trouble pour les hommes forts. Mais peut-être que nous nous sommes trompés. Peut-être que Depardieu n'est tout simplement qu'un doigt d'honneur fait homme, et le dernier de son espèce. Vous vous souvenez peut-être de la première séquence des valseuses? Elle est terrible. Est-ce que c'est la France? En tous les cas, c'est des HLM. C'est une banlieue. C'est pas encore les zones de non-droit que ces banlieues sont devenues. Mais c'est déjà une zone vide, il y a des papiers gras qui courent. Et au milieu de cette scène, deux gaillards de 20-25 ans, débiles, jouent avec un caddie comme si c'était des petits-enfants. Si violents, si cons, si bêtes, si perdus. Et à partir de là, il va devenir celui qu'il est encore aujourd'hui, plus de 40 ans après. Seul. Bon, dis là. Tout était dans le personnage que lui donne Blier dans ce film-là. Ah, puis il y a eu les valseuses, voilà. C'est un personnage qui fascine tout le monde par sa sensualité, par son extrême sensualité, par son extrême sensibilité. Tout le monde le désire, ce personnage, et tout le monde en a peur. Il est absolument terrifiant. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient donner un coup de pied dans la France bourgeoise. Et au fond, Depardieu, à la différence que c'est plus un petit loupard aujourd'hui, c'est une star très riche, mais il continue à faire exactement la même chose. Alors, tu m'en dis deuxième direct du gauche. Un coup à droite, un coup à gauche. Déjà. Hein? Elle est grande, l'autre? Est-ce que finalement, Depardieu a vraiment changé? Les gens de gauche vont dire oui, mais enfin, je comprends pas, le type des valseuses, c'était quand même un nanar de gauche, etc. Puis finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un nanar de droite. En fait, je crois que Depardieu n'a pas changé. C'est que c'est toujours le même type, quoi. Il était fondamentalement un rebelle à ce qu'était la bourgeoisie des années 60-70, bourgeoisie de droite. Enfin, on va dire c'est l'époque Pompidou-Giscard. C'est pas coquet? Il est aujourd'hui toujours rebelle, mais il se trouve que la bourgeoisie a changé. Elle n'a plus le visage de celle d'hier. Elle a le visage d'une bourgeoisie, on va dire, en apparence ouverte aux autres. Une bourgeoisie qu'on pourrait dire de gauche, hein, bobo pour aller vite, très politiquement correct, etc., etc. Aujourd'hui, on peut se dire, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il a changé? Non, c'est la société qui a changé, quoi. Il dit, ce n'est pas moi qui ai abandonné la France, ce sont les Français qui se sont abandonnés. Au sens vraiment qui se sont défaits. Quelque chose de ce qui a pu être pour lui une grandeur de la France, c'est complètement délité. Chère vieille France, la bonne cuisine, les Folies Bergères, le Gai Paris, la haute couture et de bonnes exportations, du cognac, du champagne et même du Bordeaux ou du Bourgogne. C'est terminé. Il ne faut pas boire, il ne faut pas battre votre femme, il ne faut pas regarder trop la télévision, il ne faut pas prendre des médicaments. C'est ça. Et qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que c'est que cette société? On ne peut même plus battre sa femme tranquillement. Pour Depardieu, pas de doute, la France, c'était mieux avant. Gégé est le symbole d'une époque révolue, sans réseaux sociaux, sans politiquement correct, sans avertissement sur les paquets de clopes. Celui qui a pu être considéré comme un vieux réac est peut-être tout simplement le même anard, le petit gars des valseuses, qui aujourd'hui n'en voit plus valser la France bourgeoise de Giscard, mais montre son cul à la France moderne des bobos. Sa mélancolie aujourd'hui, c'est pas de dire avant j'aimais la France en tant que telle, etc. Et aujourd'hui je peux plus blairer la France. C'est simplement de dire je déteste ce que la France est devenue. Je ne m'y reconnais plus du tout. Il est certain que Depardieu n'a plus vraiment sa place dans une France américanisée et aseptisée. Difficile de l'imaginer faisant du vélo sur les berges de la Seine, mangeant du quinoa ou pratiquant le yoga et la méditation transcendantale.
Il faut de la viande, du porc, beaucoup, boire énormément. Beaucoup. Fumer beaucoup et dormir. Le régime de Pardieu. Son corps même est la preuve qu'il est le représentant d'une espèce en voie de disparition qui résiste aux tendances de notre époque. Depardieu refuse la cure d'amincissement qu'on voudrait imposer aux figures publiques. Il vieillit au grand jour. Pas de smoothie ou de botox pour Depardieu. Vous êtes dans notre imaginaire, on a vu votre ventre plat avec les valseuses. Maintenant, Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est le cinéma. On va s'amuser à faire les éternels poulets de printemps pour essayer de séduire qui? Qui, à 60 ans, va courir après la minette? Mais la minette, elle court après moi. Allô, allô. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du physique? Ce qu'il y a d'assez génial. La seule chose qui soit chiante, tu vois, c'est simplement quand on n'arrive pas à se baisser. Ou quand on commence à avoir, si tu veux, des signes de vieillesse ou avec... Tout le monde se dit quand on voit Depardieu comme ça, mais il va mourir quand? Te fait avoir mal aux genoux. Cette question, elle est présente dans la tête de tous les spectateurs. Quand on a un homme de cet âge aussi gros, on sait qu'il est guetté par n'importe quoi. Et on a le sentiment qu'il joue sur la corde, là, et qu'il joue avec son corps. Depardieu n'est peut-être pas un perdreau de l'année, mais il n'a pas tout à fait dit son dernier mot. C'est lequel que tu vas passer à la casserole? Papy fait de la résistance à la France bobo dans une série qui a un succès fou. À pleines dents. Ça, c'est des belles algues. C'est pour faire les produits pharmaceutiques. Gérard! Ouais! Viens voir les patates, Viens voir là. les patates. Oh oui, la sopette, dis donc, vert. C'est-à-dire que c'est à la fois la célébration d'un imaginaire français du terroir, et puis en même temps, comme il se balade dans d'autres pays, c'est aussi l'exportation de sa propre sensualité de français. Donc là, c'est quand même, si on avait envie de voir un éloge de l'esprit français dans cette émission, on pourrait sans problème. Pour moi, c'est une façon de nous dire, vous voyez, je sais pas que j'ai pas changé, mais je suis toujours le GG qui peut parler de saucisson et de pinard pendant 3 heures, quoi. J'ai échappé au diabète parce que je suis soigné par les Russes. Je suis pas que le mec qui fait son exil et qui arrête pas de dire que la France c'est de la merde et tout ça. J'ai l'impression que c'est un clin d'œil qu'il fait à la France en disant « Je suis toujours français, vous savez, mais à ma façon, quoi ». Tout ce que je peux déduire du succès de cette série, c'est qu'effectivement, elle offre une des dernières images possibles d'un bonheur français. Si les hosties étaient comme ça. Tiens, ça c'est Dieu qui me rappelle à l'ordre. Et Depardieu qui l'incarne à sa manière, par sa truculence, au risque de frôler l'accident fatal. Si cette émission existe, c'est parce qu'elle cadre avec une attente mythologique aujourd'hui. C'est parce que c'est ce que les gens veulent, il faut leur vendre ça. Donc la télé veut leur vendre de l'authenticité. Et le meilleur représentant, le meilleur porte-drapeau de l'authenticité, c'est Depardieu. Sauf que, encore une fois, il est récupérable là-dedans jusqu'à un certain point. Parce que quand il se barre de France et qu'il redonne son passeport à Héros, c'est au nom de son authenticité, justement. Depardieu nous a fait rêver, mais aujourd'hui, il nous remplit de nostalgie. Nous avons voulu qu'il soit notre ambassadeur alors qu'il ne l'a jamais souhaité. Qu'allons-nous devenir sans notre GG national ? Alors, qui va prendre le rôle de raconteur du social? Parce qu'une société ne vit que si on lui raconte son histoire. Une société, pour vivre, a besoin de se voir, comme un être. On a cru, on a attendu, on a vu Daniel Auteuil, on a cru à un moment que ce serait... il y en a eu 10, 15, même des gens pleins de talent, très intéressants. Et puis non, il n'y en a pas un capable de... C'est extraordinaire, c'est-à-dire que quand on veut vraiment raconter une grande histoire d'amour, c'est encore lui. À 70 ans, 69. Et ça contribue à l'aura de Depardieu, c'est d'être ce dernier grand monstre. C'est ça qu'il incarne aussi, Depardieu. On est perturbé, pollué par toutes ces histoires de machin. Mais je pense que quand tout ça sera dans 20, 30, 40 ans, quand les historiens de l'époque se pencheront sur la carrière de Depardieu, on est face à un truc unique, mais unique non seulement en France, mais je pense dans l'histoire du monde, du cinéma, quoi. C'est incroyable. C'est tout simplement incroyable.
Depardieu a incarné dans ses rôles et dans sa vie les espérances et les regrets des Français. Avec son départ, on assiste à la fin d'une époque. L'acteur ne jouera pas le prochain Obélix. Selon Anne Goscinny, fille du scénariste d'Astérix, il faut remettre les compteurs à zéro. Il faut plonger dans le XXIe siècle. Mais comme les vins de Bordeaux qui ont été rachetés par des Chinois, ou les Gauloises, désormais fabriquées en Pologne, Depardieu exilé reste irréductiblement français. Oui, oui, j'arrive. Excusez-moi l'histoire. L'histoire m'attend.